Bonjour à tous et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, je vais continuer à vous parler de magie. J'avais fait une première vidéo sur la magie relative au world building. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez peut-être la regarder avant celle-ci ou après. Et dans cette vidéo, on va avoir une approche un peu plus terre-à-terre de la magie. Ça va être assez abstrait, mais je pense que ça va beaucoup vous aider à réfléchir à comment vous allez implémenter la magie dans votre univers en partant du principe que c'est ce que vous comptez faire. Donc on va voir comment vous pouvez un peu réfléchir à son fonctionnement. Comme d'habitude, pour toutes mes vidéos, c'est à prendre ou à laisser. En particulier quand on parle de world building, peut-être que vous n'avez pas du tout la même vision de la magie, que vous n'aimez pas le même genre d'univers que moi, et surtout que vous avez des idées différentes. Et donc dans ce cas-là, je vous invite à les partager en commentaire à la fin de la vidéo pour que tout le monde en profite. Donc pour m'aider à faire cette vidéo, j'ai cherché un peu des trucs sur internet, et une bonne partie de cette vidéo elle m'est inspirée par l'article Cost Determines Value de Aaron Rosenberg, du Kobold Guide to Magic. Donc les Kobold Guide, ça vient de Kobold Press. Kobold Press, c'est des trucs en anglais que vous pouvez trouver en PDF sur internet qui sont hyper intéressants. Il y a plein d'articles écrits par plein de créateurs différents. Et donc dans cet article, en gros, Cost Determines Value, ça veut dire que la valeur de la magie va être déterminée par son coût. On va pas parler exactement de ça, mais en gros l'idée c'est que moi ça me fait penser au fait qu'en fait la magie ça fonctionne un peu comme l'économie. C'est-à-dire que la valeur d'un objet dépend de plein de choses. Donc il y a la valeur sentimentale déjà, peut-être qu'il y a des objets complètement nazes que vous trouvez trop cool parce que vous y êtes attaché. Mais si on parle plus sur un truc commercial, la valeur va être déterminée par le coût, la rareté, l'expertise, le temps, etc. Par exemple, les connaissances. Sur internet aujourd'hui, on pourrait croire que la valeur des connaissances a diminué puisqu'elles sont accessibles à tout le monde, mais ça vous demande beaucoup plus de temps que de faire appel à un expert et donc dépenser de l'argent pour apprendre une compétence, parce que vous allez devoir chercher sur internet pendant des heures et apprendre en autodidacte. Donc on voit que déjà là il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte, le coût, l'expertise, le temps. De la même façon, s'il y a certaines tâches, il faut un expert pour les accomplir. Vous y arriverez certainement pas, à moins que vous soyez formé et vous-même expert. Et du coup, cette tâche, elle va être plus chère, parce que la personne, sa compétence est plus rare. Et c'est pour ça qu'il y a des métiers auxquels on pense pas forcément, comme tous les métiers dans la plomberie, les trucs comme ça, ça coûte assez cher parce qu'il n'y a pas tant de plombiers que ça, par exemple. Alors qu'on pourrait se dire que c'est un truc hyper simple aujourd'hui, quand on a un téléphone portable de technologie ultra complexe dans les mains. Mais absolument pas. Et puis la valeur des choses aussi, elle est assez subjective. Par exemple, moi, j'achète un livre de jeu de rôle à 60 €. Il y a peu de gens qui achètent des livres à 60 € pour le plaisir, en fait. C'est parce que j'adore le jeu de rôle. Donc pour moi, ce livre, il vaut les 60 €. Il vaudrait même plus que 60 € à mon avis. Enfin, tout dépend du livre, il y a des livres que j'aime moins et des livres que j'aime plus. Alors que d'autres gens, ils vont me dire, mais t'achètes vraiment des livres à 60 € là, c'est ridicule. C'est un livre, c'est du papier, ça vaut rien. Alors que eux, peut-être qu'ils vont acheter des vêtements ou des bijoux ultra chers, mais eux, ils vont acheter ça parce qu'ils adorent les vêtements ou j'en sais rien. Il y a certaines marques qui vont trouver qui ont plus de valeur que d'autres à leurs yeux. Et cette valeur, elle va dépendre notamment du coût, en fait, parce que si le vêtement est plus cher, il va avoir plus de valeur à leurs yeux parce qu'eux, ils sont fans de vêtements. Enfin bref, je me perds. Mais en gros, l'idée, c'est que comme ça, avec la magie, vous pouvez jouer sur différents paramètres pour voir comment va être votre magie, et notamment des paramètres de coût, de rareté, etc. Et donc c'est ça dont je propose de vous parler, d'essayer un peu de parler des limites, du coût, de la rareté, de la magie dans votre univers, pour avoir des pistes, voilà, pour réfléchir au fonctionnement, à l'économie de la magie dans votre univers. On va pas parler de règles, je pense que je ferai encore une autre vidéo, peut-être même plusieurs, sur les règles pour utiliser la magie. Mais en fait, réfléchir à tous ces paramètres, c'est ça qui va vous permettre derrière de réfléchir aux règles. Donc je vous propose de parler de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la puissance de la magie, c'est donc ses limites, ce qu'elle est capable de faire en gros. On va appeler ça la puissance. Donc on va imaginer des sortes de petites jauges, on va prendre une première jauge, on va dire que c'est les limites, la puissance de la magie. Et dans ce cas-là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elle est intéressante? C'est-à-dire que si elle peut faire des petites choses qui peuvent se faire avec des outils du quotidien, certainement qu'elle va avoir une très faible valeur. Par exemple, si votre magie ne permet que de réparer un objet, finalement, est-ce qu'elle a vraiment de la valeur? Est-ce que c'est vraiment intéressant de ce genre de sortilège? Puisque n'importe quel forgeron pourrait le faire à votre place, en fait, si c'est ça votre pouvoir de magicien. Alors qu'à l'inverse, si elle peut faire beaucoup de choses, là, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Et donc, il y a une question comme ça de puissance, mais aussi de ce qu'elle peut faire que rien d'autre ne peut faire basiquement dans votre univers. Réparer un objet, un forgeron peut le faire. Voler, il y a très peu d'outils du quotidien qui vont vous permettre de voler, à moins que dans votre univers, il y ait des technologies, etc. Et dans ce cas-là, le pouvoir de voler,
sa valeur en termes de puissance, elle est moins intéressante. Par contre, on va le voir après, si la magie permet de faire que des petites choses du quotidien, mais que par contre, elle a un très faible coût en termes de ressources utilisées, de fatigue, etc., ça peut devenir très intéressant, parce que quelqu'un qui peut réparer des objets d'un simple claquement de doigts sans s'épuiser, d'un seul coup, il devient quand même beaucoup plus intéressant qu'un forgeron qui va passer des heures à forger un truc. Mais on verra les autres paramètres après. Un univers dans lequel la magie peut faire beaucoup de choses, pour le coup, c'est Donjons et Dragons, typiquement. Ou même Harry Potter, ou ce genre d'univers. Et donc, dans les univers où la magie va pouvoir faire beaucoup de choses, il faut absolument la contrebalancer avec d'autres paramètres. Ou pas forcément, d'ailleurs, peut-être que vous voulez un univers où tout le monde fait de la magie, tout le monde est hyper fort en magie. Magie. Mais le problème, c'est que, du coup, elle perd en valeur aussi. De la même façon, parce que tout le monde peut en faire. Et donc, par exemple, dans Donjons et Dragons, quand vous pouvez lancer des sorts de niveau 9, il y a des sorts hyper puissants. En fait, c'est contrebalancé par la rareté et par la difficulté de la maîtriser, qui est du coup rattachée au niveau, puisque Donjons et Dragons c'est un jeu avec un système à niveau. Il faut savoir que dans Donjons et Dragons, normalement, 80-85% de la population est censée être niveau 0, alors que les héros, enfin les PJ, sont niveau 1. Et Donjons et Dragons, d'ailleurs, part du principe que vous n'allez pas utiliser les mêmes règles pour créer les PNJ que pour créer les PJ, que les PJ sont les héros, sont uniques, sont là pour changer le monde, et qu'il ne devrait pas y avoir des tonnes de mecs niveau 1, parce que ne serait-ce que des mecs niveau 1, ils sont quand même beaucoup plus forts que la moyenne. Et puis on se rend vite compte aussi que si la magie très puissante est disponible partout, ça devient beaucoup plus difficile à gérer, d'ailleurs même quand elle n'est pas disponible partout, parce que ça devient beaucoup plus difficile de gérer les challenges et les histoires qu'on va pouvoir raconter quand on atteint des niveaux épiques dans Donjons et Dragons, où les personnages peuvent faire des trucs de ouf. Tout simplement parce que le jour où votre personnage peut se téléporter, tous les scénarios relatifs au voyage deviennent plus difficiles à mettre en place, à moins que vous créez des barrières qui empêchent de se téléporter, mais dans ce cas-là, est-ce que ça vaut encore le coup que vos personnages puissent se téléporter? Ils ont des sorts dont ils ne peuvent pas se servir. De la même façon, si y avait un mage niveau 2-3, bon j'ai pas les refs exacts en tête, mais s'il y avait des mages dans toutes les villes et tout, est-ce que on aurait encore besoin de gens pour transmettre des informations, par exemple du courrier, des messagers, etc., quand chaque seigneur a à sa disposition un mage qui peut faire de la télépathie, machin truc? On peut se poser la question. Parce que finalement, la magie dans Donjons et Dragons, c'est la magie ancienne, et on oublie, on se repose et on peut relancer le sort. Donc les limites sont quand même assez faibles. Si tu prends le temps de bien préparer ton message, tu peux envoyer un message tous les jours en demandant à ton mage de compagnie de le faire. C'est pour ça que les limites des sorts, etc. sont très importantes. Deuxième paramètre, c'est le coût, justement. Donc vous pourriez avoir une magie avec un très faible coût, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser à foison, à volonté. En général, le coût le plus faible, c'est l'épuisement. Parce que l'épuisement, ça veut dire qu'il suffit de se reposer pour pouvoir réutiliser de la magie. Donc du coup, ça revient à une sorte de coût en temps aussi, mais qui est relativement faible, en tout cas en fonction des règles que vous allez appliquer dans votre univers. Typiquement, dans un jeu où le repos long, comme dans Donjons et Dragons, c'est 6 ou 8 heures de sommeil, ça veut dire que du jour au lendemain, vous pouvez relancer vos sorts, et donc la question du repos et de la quantité d'épuisement et du temps qu'il faut pour récupérer est importante. Vous pouvez avoir un coût plus fort, par exemple avec des ressources matérielles qu'il faut récupérer, et en fonction de la rareté des ressources à récupérer, le coût va être différent. Et puis en plus, en fonction de la rareté, vous allez vous rendre compte que du coup ça va changer l'économie de votre univers et la puissance relative des factions, etc. Puisque par exemple, si vous devez utiliser des métaux précieux pour lancer vos sorts et les consommer, et du coup les mecs qui ont à disposition des mines de diamants, etc., ils se mettent bien, quoi, parce que c'est eux qui sont les fournisseurs de magie officiels. Donc les ressources, ça peut jouer. Après, il peut y avoir aussi un coût, un vrai risque. Moi, c'est ça que je préfère en général, c'est quand la magie peut avoir des effets secondaires indésirables. Cette dangerosité, elle va vachement influer sur l'utilisation ou non de la magie, et même les mages les plus puissants savent qu'ils prennent un risque à chaque fois qu'ils lancent un sort, et du coup ça les limite un petit peu. Et du coup ça change déjà pas mal la saveur de la magie. Ensuite, dernier coup possible, c'est le temps d'apprentissage, et on va tout de suite faire la transition sur le troisième paramètre qui est la rareté, parce que c'est un peu lié. Donc la rareté, c'est très simple, la magie elle pourrait être peu courante, ou très courante. Et en général, le meilleur moyen de la rendre peu courante, c'est vous allez mettre des ressources très très rares pour pouvoir lancer des sorts, par exemple, mais souvent il va aussi avoir une sorte de notion de don, genre c'est génétique, ou alors c'est un don divin, où il va falloir énormément d'entraînement. Et dans ce cas-là, c'est assez facile de contrôler, entre guillemets, la jauge. Ça va moins impacter le reste de l'univers, donc c'est plus simple à sentir, en fait, vous risquez moins de faire des incohérences.
Par contre, le fait que ce soit un don ou que ça demande énormément d'entraînement, ça va beaucoup augmenter le coût, la valeur, la rareté de la magie, ce qui va faire que les individus qui peuvent faire de la magie vont être très certainement très riches, ou alors très importants dans l'univers, et potentiellement très puissants. Quoique, dans l'absolu, vous pourriez avoir des mages très rares, c'est un don, la magie, etc. Et en fait, leurs pouvoirs ne sont pas si puissants que ça non plus, à vous de voir. Donc je pense que vous commencez à comprendre que ces paramètres, etc., dont on vient de parler, ils ont un impact assez important sur les règles et sur le ton, la saveur de votre univers. Par exemple, si la magie est ultra puissante et facile à utiliser et qu'il y a plein de monde qui l'utilise, ben vous allez peut-être avoir une mécanique pour l'utiliser qui va être relativement simple, je pense. Parce que elle est tellement courante que utiliser des règles assez narratives, ce sera peut-être plus facile si c'est un truc du quotidien. Alors que si c'est un truc plus rare ou plus dangereux, peut-être qu'il va vous falloir des tableaux pour les échecs lorsqu'on rate un sort et il y a un risque de mutation, j'en sais rien, vous allez devoir tirer un dé spécial. Donc ça va tout changer. Donc on voit qu'il y a pas mal de paramètres et que surtout je n'ai pas couvert tous les paramètres, mais j'espère que ça va déjà vous donner une petite idée, voilà, cette idée de jauge, d'essayer de se placer, etc. Maintenant on va prendre quelques combinaisons en exemple. Donc on va imaginer que la magie permette de faire beaucoup de choses à un faible coût et qu'elle soit très courante. Dans ces cas-là, pour moi, elle relève presque de la technologie, parce que finalement, ce qu'on considère comme de la magie, c'est souvent ce qu'on comprend pas, donc c'est ce qui est assez peu courant. Au Moyen-Âge, par exemple, vous auriez eu un téléphone, on vous aurait dit « Waouh, t'es super balèze ». Bon, ça aurait pas très bien marché, parce qu'il aurait manqué les champs de mana électriques, et il aurait manqué d'autres gens avec des téléphones pour que ça marche. Mais la technologie en elle-même, elle aurait sûrement été considérée comme de la magie, alors qu'aujourd'hui, un téléphone, c'est de la technologie. Super vitesse, bah, les véhicules, une boule de feu, bah, c'est un lance-roquette finalement. Et donc du coup, la magie comme ça, qui est ultra quotidienne, assez puissante, qui permet de faire énormément de choses, bah pour moi c'est presque de la technologie et on peut commencer à y réfléchir de cette façon-là. Et en prenant ce parti pris d'ailleurs, c'est peut-être facile de réfléchir à son économie. Il suffit à chaque fois de prendre un objet du quotidien d'aujourd'hui, de voir un peu sa valeur relative et de se dire bah, est-ce que c'est rare, est-ce que c'est pas rare, est-ce qu'il faut faire appel quand même à un magicien un peu expert pour le faire ou pas. Ça peut être des pistes. Après on pourrait imaginer un univers où la magie est quotidienne, où son coût est moyen, ou en tout cas qu'on peut facilement l'utiliser, mais qui fait pas grand chose. Et là, moi, ça me fait penser à l'Enfeuse de Troie, par exemple. L'Enfeuse de Troie, c'est l'univers de la BD, c'est un truc que je lisais quand j'étais petit, et dans l'Enfeuse de Troie, tout le monde a un pouvoir, en fait. Tout le monde a un pouvoir unique de naissance, et il peut l'utiliser dans la mesure où il est assez près d'une sorte d'érudit qui crée un champ de magie, en gros. Donc cet érudit-là, lui, c'est un expert qui permet aux autres d'utiliser la magie, et par contre, les autres, leurs pouvoirs, ils sont quand même assez limités, sauf choses spécifiques du scénario que je ne vais pas spoil, mais qui de toute façon sont découvertes au bout de quelques pages. Et du coup, ben, genre, c'est des tout petits pouvoirs de rien du tout. Genre, il y a des mecs, genre, ils vont faire pousser un piment d'Espelette dans ton oreille, ça va pas révolutionner la face du monde. T'en as, comme je disais, ils vont pouvoir faire chauffer du métal à l'œil nu, etc. Donc, on peut toujours trouver un moyen créatif de rendre ce pouvoir très intéressant, mais dans l'absolu, la magie est quand même limitée. Limitée parce qu'une seule personne n'a qu'un seul pouvoir, et en plus, il me semble que les gens s'épuisent quand même un peu en l'utilisant. Donc, si tu combines un peu tous ces facteurs, ça crée quand même un univers où la magie est omniprésente, personne ne remet en question son existence, mais proportionnellement à d'autres univers, elle est plutôt pas très puissante. Après, on pourrait prendre un univers où la magie permet de faire beaucoup de choses, elle est très puissante, mais elle est peu courante, elle a un coût élevé. Et là, ce serait par exemple l'univers de The Witcher, où les magiciens sont obligés d'aller dans une école, de travailler des heures, des années, pour finalement avoir une sorte de statut social qui les bloque complètement parce qu'ils sont au service de la noblesse. Mais par contre, ils ont une magie hyper puissante et hyper dangereuse. Bref, vous voyez qu'il y a plein de combinaisons différentes. Et je pense que c'est intéressant de... soit vous partez, vous vous inspirez d'une œuvre, et donc vous voulez faire un truc à peu près semblable à quelques trucs près, mais de réfléchir à quels paramètres ont été utilisés dans cette œuvre-là, pour les avoir en tête en fait vous-même, et essayer de réfléchir au genre d'histoire que ça va créer. Vous allez vite vous rendre compte qu'en fonction, voilà, justement, de la magie et de son fonctionnement, c'est pas les mêmes histoires qui seront racontées. Alors dans l'absolu, si, ce sera toujours des histoires d'amour, des histoires de conflits, il y aura des tropes qui vont se retrouver. Dans un monde où se téléporter est simple, la thématique du voyage va être abordée de manière très différente. Dans un monde où quasiment rien n'est rare, par exemple, je sais pas, là on va parler de technologie, vous allez me dire que c'est pas de la magie, mais pour moi ça peut vite se rassembler. Si vous jouez par exemple à Eclipse Phase, où il y a des sortes d'imprimantes 3D super puissantes qui peuvent à peu près tout fabriquer, la rareté intrinsèque d'un objet et l'expertise nécessaire pour la créer, elle est quand même très faible. Il suffit d'avoir, entre guillemets, les blueprints, le plan,
Vous le mettez dans un ordinateur, il peut fabriquer quasiment tout. Donc les métiers ne seront plus les mêmes, il y a plein de choses qui vont changer. Et la magie pourrait parfaitement avoir le même effet que cette imprimante 3D, il pourrait très bien avoir un magicien qui peut fabriquer à la demande n'importe quel objet, et dans ce cas-là, je peux vous dire que l'économie de votre univers ne va pas être la même. Après, évidemment, il faut bien se dire que les paramètres ne sont pas obligés d'être les mêmes partout. D'ailleurs, un des moyens les plus simples de créer de la tension et de créer un effet de surprise, c'est justement par exemple de jouer dans un univers où de base la magie permet de faire peu de choses, est rare, etc. Et d'un seul coup, il y a un mec ultra puissant qui débarque et c'est le méchant et lui, il est carrément plus fort, il ne respecte aucune des règles de l'univers. Ça peut être une idée. Pareil, il y a certains sorts qui vont être plus rares que d'autres. Tous vos sorts ne sont pas obligés d'être sur le même pied d'égalité. On le voit bien même dans Donjons et Dragons. Certains sorts nécessitent un niveau d'entraînement plus élevé. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu échaudé l'esprit, vous aura donné des idées. Si vous avez d'autres idées, par exemple de paramètres ou d'univers un peu originaux qui jouent avec ces paramètres justement, ou tout simplement d'autres idées pour réfléchir à un système de magie, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous devriez la liker, je pense, ça nous aiderait beaucoup. Et vous pouvez aussi vous abonner et mettre la petite cloche pour ne pas rater les vidéos suivantes. Si vous êtes un maître du jeu débutant, vous pouvez vous rendre sur www.lebonmj.com et vous trouverez notre guide pour les maîtres du jeu débutants justement avec des petits conseils. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ et bon courage pour créer votre univers et votre système de magie.